Bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus à notre webinaire La COVID-19, la santé rénale et comment y faire face. Parlez-en à votre travailleur social. Avant de commencer, je voudrais vous donner quelques précisions sur la façon dont vous allez pouvoir participer pleinement à l'activité d'aujourd'hui. Par défaut, l'écoute de notre présentation sur votre ordinateur va se faire à l'aide de votre système audio et de vos haut-parleurs. Les participants arrivent au webinaire automatiquement avec l'audio en sourdine. Si vous préférez vous joindre à nous par téléphone cellulaire, cliquez sur la flèche indiquant sourdine activer, désactiver, mute, unmute au bas de l'écran de Zoom. Sélectionnez passer à l'audio, switch to phone audio, puis activez l'appel phone call et suivez les instructions pour établir la communication. Merci à tous ceux et celles qui ont soumis des questions par courriel. Nous ne répondrons peut-être pas exactement à la question telle que vous avez posée et nous ne serons pas non plus en mesure d'offrir des conseils médicaux sur les problèmes précis. Afin de pouvoir traiter le plus grand nombre possible de questions soumises, nous les avons regroupées pour y répondre par sujet. Merci de votre compréhension si vous n'entendez pas exactement votre question. Pour ceux et celles qui se joignent à nous sur leur ordinateur, vous allez pouvoir envoyer vos questions à nos invités en les écrivant dans le volet « Questions » du panneau de contrôle. Nous vous prions d'éviter d'utiliser la boîte de discussion Chatbox pour soumettre vos questions. Nous pouvons plus efficacement faire le suivi des questions lorsqu'elles sont soumises dans le volet « Questions que et à ». Vous pouvez nous envoyer vos questions à tout moment au cours de la présentation. Nous allons les regrouper pour y répondre durant le volet QER dans la dernière partie de notre webinaire. Il se peut que vous receviez une réponse par un de nos animateurs. Aux fins de respect de la vie privée, nous vous demandons de ne pas utiliser votre nom complet lorsque vous postez une question et de ne communiquer aucun renseignement personnel. Le webinaire d'aujourd'hui va faire l'objet d'un enregistrement et vous recevrez un courriel de suivi dans les 24 à 48 heures avec un lien pour le visionner. J'ai le plaisir de vous présenter Hélène Boisvert, animatrice de notre webinaire d'aujourd'hui. Hélène est directrice des programmes à la division du Québec de la Fondation. Œuvrant la Fondation depuis maintenant 31 ans, elle est responsable de la prévention auprès des professionnels de la santé et des groupes à risque, des services aux patients, bourses d'études, camps d'été, fonds de dépannage, etc., et du don d'organes. Elle s'implique dans plusieurs comités et sous-comités tant de la Fondation qu'auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux. Hélène. Merci Chantal. Bonjour à vous tous. La Fondation canadienne du Rein tient à remercier ses commanditaires dont l'appui rend possible la production de sa série de webinaires. Alexion, AstraZeneca, Horizon, Janssen, Otsuka, Paladin. La COVID-19 constitue une menace grave pour la santé publique et la situation évolue quotidiennement. En cette période d'incertitude, il est normal de se sentir anxieux, surtout pour ceux et celles qui éprouvent déjà des problèmes de santé. Parler à des gens en qui vous avez confiance pour obtenir les renseignements dont vous avez besoin peut vous aider à surmonter vos craintes. En collaboration avec l'Association canadienne des travailleurs sociaux et travailleuses sociales en néphrologie, la Société canadienne de néphrologie, la Fondation canadienne du Rein est fière de présenter ce webinaire, la COVID-19, la santé rénale et comment y faire face. Parlez-en à votre travailleur social. Ce webinaire vous donnera l'occasion de poser à des travailleurs sociaux toutes les questions que vous avez en tête sur comment faire face à votre situation, l'aide financière et à l'emploi, anxiété face au travail, à la vie et à la société, et trouver une nouvelle normalité. J'aimerais maintenant vous présenter nos intervenants d'aujourd'hui. Lydia Boivin est travailleuse sociale à l'Hôtel-Dieu de Québec, en néphrologie depuis 4 ans. Elle œuvre autant en clinique externe qu'auprès d'une clientèle hospitalisée. Elle a complété ses études à l'Université Laval en 2013, où elle y a également fait un certificat en toxicomanie ainsi qu'en psychologie du développement humain. Marc-Alain Garon est travailleur social diplômé de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Il travaille dans le réseau de la santé pour le CIS du Bas-Saint-Laurent depuis 2003 et plus particulièrement auprès des patients dialysés au sein de la clinique de néphrologie
au Centre hospitalier régional de Rimouski depuis 2009. Marc-Alain a aussi démarré sa pratique privée auprès des couples et des individus. Il est également médiateur familial accrédité. Caroline Landry est travailleuse sociale en néphrologie à l'Hôtel-Dieu de Québec depuis 2003. Elle travaille auprès des patients atteints d'insuffisance rénale, hospitalisés ou suivis dans les différentes cliniques externes, cliniques de protection rénale, unités d'hémodialyse, dialyse à domicile et greffe rénale. Elle est également membre du comité provincial du programme québécois de dons vivants de reins. Caroline est diplômée de l'École de service social de l'Université Laval depuis 1999. Amélie Lapointe est travailleuse sociale. Elle a fait son baccalauréat en service social à l'Université de Montréal et sa maîtrise en affaires publiques, analyse et évaluation à l'Université Laval. Elle a entamé sa carrière comme travailleuse sociale au Centre jeunesse de la Montérégie. Elle a ensuite travaillé comme assistante de recherche ainsi qu'analyste des politiques juniors. Elle est maintenant travailleuse sociale au CHUM en greffe rénale. Elle fait aussi partie du comité provincial des travailleuses et travailleurs sociaux en dons vivants de reins. Émilie Lapointe est graduée au baccalauréat en travail social de l'Université de Montréal ainsi qu'au certificat en victimologie. Madame Lapointe est travailleuse sociale au CHUM depuis 2016. Rachel Solium est diplômée en sciences politiques de l'Université d'Ottawa et a terminé le programme national en droit de l'Université McGill et a ainsi obtenu un baccalauréat en droit civil et un baccalauréat en common law. Elle a été associée au sein d'un cabinet d'avocats montréalais de premier plan en tant que spécialiste du droit du travail et de l'emploi, avec une expertise dans la gestion des changements organisationnels et des questions d'emploi. Elle a quitté son poste d'associée en 2015 pour ouvrir un cabinet privé. Depuis octobre 2019, elle occupe un poste de cadre supérieur chez Valtrec Fabrication, une entreprise basée au Québec, où elle supervise toutes les questions relatives aux ressources humaines et aux responsables de projets stratégiques touchant toutes les facettes de l'organisation. Et maintenant, j'aimerais céder la parole à Émilie. Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les enjeux psychosociaux dans le contexte de la COVID-19. Alors premièrement, on peut passer à la prochaine diapo. Un des enjeux principaux qu'on a observé a été au niveau de l'emploi et la crainte du retour au travail. Donc au niveau de l'emploi, il peut y avoir eu la perte de l'emploi liée à la pandémie. Ça entraîne évidemment la perte du revenu et la difficulté à respecter les engagements financiers qu'on peut avoir, subvenir à ses besoins de base. Il y a eu également des enjeux au niveau du maintien de l'emploi en contexte de pandémie. Donc, évidemment, on est comme plus à risque des contacts avec les autres. Donc, au niveau de l'aspect financier, ce sera abordé par un collègue un petit peu plus tard au cours de la présentation. Au niveau de la crainte du retour au travail, parce que là, on commence à beaucoup en parler, on répète que le virus est encore là, donc c'est normal d'avoir des inquiétudes. Les mesures de protection restent quand même la meilleure façon pour se protéger si on devait retourner au travail. Par contre, pour plusieurs, il y a une impossibilité de retourner au travail qui peuvent être liées à différents aspects. Donc, au niveau des enfants, il y a les écoles qui sont demeurées fermées dans la région de Montréal. Sinon, il y a l'incertitude d'avoir une place en garderie ou au niveau des camps de jour. Et également, il y a votre santé qui pourrait aussi être un enjeu dans la crainte du retour au travail. Donc, si on n'est pas nécessairement en mesure de retourner au travail, c'est de savoir est-ce qu'on sera admissible ou pas à l'aide gouvernementale. Donc, ça aussi, ça crée de l'inquiétude. Et puis, dans la foulée de tout ça, on peut craindre de perdre carrément notre emploi si on ne peut pas retourner au travail. Donc, pour organiser le retour au travail, il faut d'abord en parler avec son employeur. L'employeur a l'obligation de mettre en place les mesures d'hygiène et de distanciation physique. De plus, vous pourriez aussi être en mesure de discuter de l'option de télétravail pour ceux pour qui ça pourrait être possible.
Advenant l'impossibilité de la mise en place des mesures d'hygiène, faudrait en parler avec votre médecin pour voir est-ce que ça crée là, une dangerosité pour vous. Puis ainsi, vous pourriez avoir le droit là, à une aide gouvernementale si vous n'êtes pas en mesure de retourner au travail. Aussi, vous pourriez en parler avec vos collègues. Vous seriez surpris aussi qu'est-ce qu'eux peuvent vivre, même s'ils n'ont pas nécessairement une condition médicale particulière. Donc ça pourrait vous permettre là, de rassurer aussi là, certains aspects, puis d'en parler avec vos collègues qui peuvent vivre la même chose. Également, au niveau des impacts psychosociaux, la pandémie, le confinement a créé beaucoup d'isolement social. Donc, on parle beaucoup de distanciation sociale aussi. Par contre, cela ne veut pas dire de ne pas continuer d'entrer en contact avec les autres. Alors, on pourrait plutôt employer le terme distanciation physique pour parler de la distance à respecter, là, le fameux 2 mètres. Alors, comme je disais, le confinement a beaucoup entraîné d'isolement social, l'impossibilité de voir la famille, les amis, les collègues. Donc, on s'est beaucoup retrouvés là, seuls, beaucoup de difficultés aussi à entrer en contact avec les autres si on n'a pas nécessairement les moyens technologiques pour le faire. Donc, on conseille toujours, en fait, de continuer à prendre des nouvelles de vos proches par téléphone, aussi par les moyens technologiques comme Skype ou avec les FaceTime ou ces choses comme ça. Le lien visuel est aussi très important, autre que par téléphone. Donc, il y a aussi des groupes de soutien qui peuvent exister dans votre communauté. Donc, parlez-en avec votre travailleuse sociale pour vos secteurs là, spécifiques. Également, on pourrait voir là, une difficulté au niveau de la compliance au traitement par peur d'être infecté. Donc, certains peuvent avoir peur là, dorénavant de se rendre à l'hôpital, de se rendre à ces rendez-vous de suivi où on parle aussi des traitements de dialyse. Donc, il y a plusieurs options là, qui s'offrent à vous. Donc, les médecins font de plus en plus de téléconsultations, soit par téléphone ou avec des applications spécifiques là, qui permettent la communication par webcam. Donc, sinon, c'est sûr qu'au niveau des traitements de dialyse, ça devait se continuer. Donc, on essaie là, de mettre en place tout ce qui est possible là, pour éviter la contagion. Mais rappelez-vous que si vous devez vous rendre à l'hôpital pour un rendez-vous et pour les traitements, toutes les mesures d'hygiène et de distanciation physique sont prises. Donc, on vous conseille d'appeler votre équipe médicale avant vos rendez-vous et ils pourront là, vous expliquer ce qui a été mis en place. Ça permettra probablement aussi de vous rassurer un petit peu. Un autre enjeu qui a été observé dans le contexte de la pandémie, c'est la question du transport. Donc, il y a beaucoup de patients qui pouvaient utiliser les transports en commun, par exemple, pour se rendre à leur traitement ou à leur rendez-vous. Donc, c'est sûr que l'inquiétude est normale, considérant qu'on ne contrôle pas l'environnement et qu'il y a plusieurs personnes qui se retrouvent dans les transports en commun. Donc, c'est sûr que ça crée de l'inquiétude, mais sachez qu'en respectant les consignes d'hygiène, donc le lavage des mains le plus régulièrement possible, l'utilisation du couvre-visage ou du masque et de garder la distance là, le plus possible, avec tout ça, il n'y a pas de contre-indication d'utiliser les transports en commun. Les changements aussi au niveau du transport ont été un grand défi là, pour les patients dialysés ainsi que leur équipe, là, les travailleurs sociaux. Donc, certains étaient habitués d'utiliser soit le transport de la STM ou certaines compagnies de taxi. Malheureusement, il y a des patients qui ont été infectés à la COVID-19. Donc, on a eu à travailler là, rapidement à organiser d'autres moyens, d'autres alternatives de transport. Donc, si jamais ça vous arrivait, en fait, n'hésitez pas à contacter votre travailleuse sociale, à informer, dans le fond, votre infirmière, à poser la question si vous avez des inquiétudes là-dessus. C'est sûr qu'on est là pour vous aider. Également, les changements de transport ont peut-être occasionné aussi là, des coûts supplémentaires. Donc, vous pourriez solliciter également votre travailleuse sociale pour voir là, s'il y a de l'aide qui pourrait vous être offerte temporairement dans le contexte.
On parle également d'une question de logement. On en a beaucoup parlé avec le confinement et tout ça. Il y a des personnes qui, en fait, devaient se trouver des nouveaux logements à la fin des baux et tout ça. Donc, ça a été une crainte. Dernièrement, les visites ont également été là, autorisées en respectant les consignes. Donc, en prenant les précautions, il n'y a pas de contre-indication. Si jamais vous avez à trouver un nouveau logement, c'est sûr qu'aussi dans le contexte là, où plusieurs ont perdu leur emploi ou ont eu un arrêt là, de revenus, il y a eu de l'inquiétude pour le paiement des loyers. Donc, toujours voir avec les propriétaires ce qui peut être entendu. Ce serait là, une de vos options. Également, dans le contexte là, où on parle de la contagion et tout ça, si vous habitez avec d'autres personnes ou des colocataires, c'est sûr que des fois, on peut avoir une absence de contrôle sur les comportements des autres, donc ça peut augmenter notre crainte là, au niveau de la propagation du virus, mais en prenant toujours les précautions puis en discutant également, on peut arriver à trouver des moyens là, pour se protéger. Un autre enjeu aussi que vous auriez pu avoir fait face, c'est le manque de médication ou la crainte là, du manque de la médication. Donc, les médecins nous ont dit en fait que actuellement, il n'y a pas de crainte pour une pénurie de médicaments liés aux médicaments spécifiques là, aux maladies néphrologiques. Par contre, il pourrait y avoir une difficulté d'approvisionnement. Donc, dans le fond, si plusieurs là, ont fait des stocks pour plusieurs mois, c'est ce qui peut créer la difficulté d'approvisionnement. Et on parle plus d'une pénurie, d'une fausse pénurie. Donc, les pharmacies communautaires ont mis en place certains moyens pour éviter ça. Donc, pour ceux qui étaient habitués de prendre leurs médicaments pour plusieurs mois, soyez pas surpris si ça vous arrive que le pharmacien refuse de vous les donner pour plus qu'un mois. Ainsi, ça leur permettra de recevoir leurs commandes de façon régulière et d'assurer que tout le monde a leurs médicaments au quotidien. Également, des médicaments en vente libre qui étaient sur les tablettes et pour lesquels les pharmaciens pouvaient avoir des craintes de difficultés d'approvisionnement ont pu être retirés des tablettes pour être mis derrière le comptoir du pharmacien. Donc, si ça vous arrive, simplement allez demander au pharmacien. Il se pourrait qu'il se trouve simplement derrière le comptoir. Également, pour les médicaments là, spécifiques pour les anti-rejets des patients greffés, les pharmaciens ont présenté là, quand même une inquiétude accrue par rapport aux conséquences que pourraient créer les fausses pénuries. Donc, parce que la substitution des médicaments est un petit peu plus délicate à ce niveau-là, mais ça reste toujours possible. Donc, c'est sûr que si jamais ça arrive, le pharmacien sera toujours en contact avec votre équipe médicale, votre médecin, pour discuter des possibilités. Par contre, ce qui pourrait là, plus fréquemment arriver, c'est que la posologie change. Donc, au lieu d'être un comprimé de 500, on pourrait vous offrir, par exemple, 2 comprimés de 250. Alors, à ce moment-là, c'est correct. Si vous avez des questions en lien avec votre médication, sachez que les pharmaciens dans les cliniques externes de dialyse, dans vos centres hospitaliers, sont disponibles pour répondre à vos questions. Alors, n'hésitez pas à appeler votre clinique externe de votre centre hospitalier et de demander là, à parler avec le pharmacien. Sinon, on parle également là, des enjeux au niveau de l'insécurité alimentaire. Alors, ça a créé plusieurs là, changements, dont l'habitude au niveau des courses. Donc, certains avaient peut-être l'habitude de faire les courses soit à la journée ou à la semaine. Avec le confinement, ça peut avoir changé. Également, on a beaucoup là, proposer aux patients d'effectuer la livraison des courses par les épiceries. Donc, il y a des coûts reliés à la livraison, puis également les coûts plus élevés des aliments dans les bannières commerciales qui offrent la livraison. On a également vu là, une réduction des rabais au niveau des aliments de base, ce qui augmente notre facture. Donc,
tous ces enjeux-là peuvent favoriser l'insécurité alimentaire. Donc, ce qu'on vous conseille également, c'est de solliciter votre travailleuse sociale parce que dans votre quartier, il pourrait y avoir des organismes qui offrent la livraison à moindre coût ou même gratuite. Et il y a également la possibilité d'une aide alimentaire avec les banques alimentaires. Merci. Merci, Émilie. Donc, on va poursuivre avec anxiété et stress. Donc, voilà. Donc, bonjour à tous. La portion plus anxiété et stress, tout d'abord, d'entrée de jeu, il faut toujours penser à ce que vous contrôlez versus ce que vous ne contrôlez pas. Donc, ce que vous contrôlez, vous allez avoir plus de pouvoir de mettre des actions en place comparativement à sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle. Fait que si vous sentez l'anxiété monter en vous, tentez de focaliser davantage vos énergies, vos pensées vers les actions que vous allez pouvoir entreprendre et sur lesquelles vous avez donc du contrôle. Il faut éviter la boucle aussi de pensées négatives, des idées négatives, les scénarios catastrophiques aussi. Donc, il faut faire une pause et favoriser des stratégies d'adaptation qu'on va aborder dans la prochaine diapo. Donc, comme le Collège d'Annecy a fait une image que vous voyez qui est somme toute très intéressante d'exemples de choses que vous ne contrôlez pas dans la situation reliée au COVID. Donc, si les autres vont respecter les recommandations, aussi la réaction des personnes alentour de vous, les impacts financiers comme abordé plus tôt. La durée aussi, puis aussi le degré de déconfinement. Là, présentement, on va aborder aussi plus le déconfinement qui commence tranquillement à se faire au Québec. Ce que vous contrôlez, c'est votre attitude face à ça, les choix que vous allez faire comme activité. On va l'aborder dans les stratégies d'adaptation, le dosage d'informations aussi, par exemple. Donc, ça, c'est des exemples de choses que vous allez pouvoir contrôler. Par rapport aux stratégies d'adaptation, il y a des questions que vous pouvez vous poser aussi parce que dans votre vie, vous avez fait certainement face à des situations difficiles. Puis des fois, c'est de revenir à ces stratégies-là que vous avez déjà utilisées qui peuvent être utiles, mais adaptables dans un contexte inconnu comme celui-ci présentement. Donc, quelles sont vos stratégies habituelles lorsque vous faites face à une situation difficile? Quelles sont les stratégies que vous utilisez face à un stress aigu, par exemple, si à votre travail est arrivé des fois une situation difficile, qu'est-ce que vous avez mis en place pour favoriser une diminution de votre stress puis passer au travers de cette épreuve-là? Voilà, dans le contexte quand c'était plus le confinement, il y a certaines stratégies qui malheureusement pouvaient pas être remises en place. Par exemple, si vous aimez le cinéma ou quoi que ce soit, là, présentement, c'était pas possible de faire une sortie au cinéma ça, c'est des exemples, rencontrer vos amis, aller faire un souper. Donc, il y a toujours possibilité de les adapter au contexte. Donc, je vous présente certaines stratégies d'adaptation qui pourraient être utiles pour vous dans le contexte de la pandémie. Donc, quand on parle de diète média, ça va être vraiment, c'est important de s'informer de l'information de sources officielles, bien sûr. Donc, il faut faire attention avec la fausse information, les rumeurs qui peuvent partir des fois sur les réseaux sociaux. Donc, s'informer avec des médias crédibles et officiels. Puis, il faut aussi éviter la surconsommation des médias. Donc, c'est sûr que si dans votre routine, c'est sûr que là, avec l'arrêt du travail, des fois, la routine change. Donc, si vous écoutez matin, midi, soir, c'est sûr qu'une surexposition n'est pas nécessairement positive, là. Ça peut avoir plus des effets négatifs puis rendre ça plus anxiogène. Donc, c'est le dosage entre s'informer et se surexposer à tout ça. Ensuite de ça, il faut bien sûr conserver, si vous en avez déjà, ou les intégrer de saines habitudes de vie. Donc, ça peut passer par bien s'alimenter, bien sûr, bouger, sortir à l'extérieur, bien dormir. Donc, créer une routine malgré le fait que présentement, votre routine, certainement, elle n'est plus la même qu'elle était là, avant la pandémie. Puis là, présentement, avec le déconfinement aussi, tranquillement, il y a certaines choses qui vont être remises en place. Donc, comment ajuster votre routine en ce sens-là, varier vos activités
passant d'activités physiques plus intellectuelles, puis voilà, tout en suivant les consignes. C'est bien sûr, reste que les stratégies de relaxation, méditation, yoga et pleine conscience peuvent être très utiles, puis on en trouve une panoplie, là, d'autant plus avec le confinement. Il y a plusieurs propositions sur Internet, sur YouTube, par exemple. Donc, comme je vous ai dit, là, au niveau des horaires, essayez de maintenir quand même un horaire tel qu'à l'habitude. Puis, voilà. Donc, ensuite de ça, Émilie en a parlé un petit peu là, au niveau des groupes de soutien. Donc, d'en parler avec votre travailleuse sociale et selon aussi votre secteur, ça se peut qu'il y ait des groupes de soutien en ligne là, qui ont été mis en place selon vos besoins. Donc, de se rassembler avec des gens qui vivent des enjeux comme les vôtres, ça peut être rassurant aussi de discuter avec ces personnes-là. Donc, s'accorder des plaisirs, se détendre, s'amuser, bien sûr, rester en contact avec vos proches. Donc, tranquillement, avec le déconfinement, c'est sûr qu'il va y avoir une possibilité de les voir, et pas simplement que par Internet. Donc, y aller avec ce qui vous rend le plus à l'aise aussi. Je pense qu'il faut, bien sûr, il y a du déconfinement, mais vous êtes passé d'être confiné à avoir des restrictions à là, ça l'ouvre tranquillement. Donc, il faut y aller avec ce qui vous rend à l'aise aussi présentement. Donc, une étape à la fois. C'est ça. Puis, en profiter pour faire des choses que, normalement, là, avec la routine, vous n'avez pas le temps de faire. Donc, ça peut être aussi une autre stratégie. C'est sûr qu'il faut, après ça, on peut changer à l'autre diapo, donc les stratégies d'adaptation à éviter. Voilà. Et dans le fond, les stratégies d'adaptation à éviter, ça serait certainement la consommation excessive de toute forme comme caféine, tabac, alcool, drogue. Donc, c'est peut-être pas l'idéal parce qu'à long terme, ça peut bien sûr dégrader plus votre état de santé mentale, physique. La surconsommation des écrans, comme je vous ai parlé plus tôt. Puis des fois aussi, ça peut avoir un impact sur le sommeil. Donc, présentement, c'est bien sûr un bon sommeil toujours aidant au niveau de la santé mentale et physique. Éviter les achats impulsifs. Avec le confinement, on a moins de choses à faire. Donc, avec Internet, là, c'est facile. Puis, bien sûr, bien s'alimenter. Donc, pas surconsommer, mais non plus sous-consommer de nourriture et éviter de s'isoler, bien sûr. Donc, voilà. Merci. Merci, Amélie. Alors, comme on vient de voir les impacts là, psychosociaux, là, on voit que la pandémie de la COVID-19, ça nous fait vivre là, toute une gamme d'émotions actuellement qui passent par le stress, l'anxiété, la peur, la déprime, la tristesse, la solitude, même la colère. Il y a aussi beaucoup d'incertitudes là, en lien là, avec les décisions qu'on a à prendre au quotidien, là, avec les confinements aussi qui s'en viennent. Donc, sachez que c'est vraiment normal là, de vivre là, toutes ces émotions-là. La pandémie actuelle, c'est vraiment une situation qui est hors du commun, qui est exceptionnelle, qui est inconnue, puis on ne sait pas non plus combien de temps ça va durer, tout ça. Et c'est vraiment hors de notre contrôle. Donc, on est tous un peu déstabilisés, là, chacun à différents niveaux là, face à cette situation-là. Puis, il ne faut pas voir ça quand même là, comme un signe de faiblesse. Là. Au contraire, il faut vraiment être à l'écoute là, de ce qu'on vit, hein, pour reconnaître, accepter les émotions vécues, l'anxiété, tout ça. Puis, il faut surtout être très indulgent envers soi-même parce que c'est très légitime là, de vivre de l'anxiété là, par rapport à tout ça. Comme c'est inconnu, hein, on ne sait pas non plus c'est ça, combien de temps ça va durer, il faut se rappeler que c'est vraiment, c'est pas un sprint qu'on est en train de vivre, là, mais plutôt un marathon. Donc, il faut vivre ça une étape à la fois, hein, vivre le moment présent, pas trop se projeter dans l'avenir parce que ça peut être une source d'anxiété. Puis aussi lâcher prise sur ce qui est hors de notre contrôle. La prochaine diapo, en fait, ça se réfère là, plus, c'est les références là, qui ont été utilisées là, pour toute la partie sur les impacts psychosociaux et les stratégies d'adaptation. L'autre diapo, en fait, c'est que, bon, si l'anxiété, le stress ou la déprime persistent, si vos mécanismes d'adaptation que vous utilisez actuellement ne fonctionnent plus, puis c'est normal parce que c'est quand même une situation très exceptionnelle, sachez que vous pouvez demander de l'aide. Alors, vous pouvez nous appeler votre travailleur social ou un membre de l'équipe traitante là, de néphrologie avec qui vous avez un bon lien. Puis on va être en mesure de vous aider là, et vous guider là, selon vos besoins. Vous pouvez aussi contacter soit le CIUS ou le CIS de votre région.
Il y a toujours des intervenants sociaux là, qui sont à votre disposition là, pour vous rencontrer ou vous parler au téléphone, là, étant donné là, les mesures de distanciation. Mais vous pouvez aussi contacter l'info sociale là, qui est le 811. Vous allez pouvoir aussi là, parler avec un intervenant social. Si vous avez des questions, des préoccupations, des inquiétudes, vous pensez que vous avez des symptômes de la COVID, vous pouvez contacter aussi la ligne COVID-19 ou bien vous référer au site Internet là, de la COVID-19 aussi du gouvernement. Il y a la Fondation canadienne du rein, bien sûr, qui peut vous venir en aide. Si vous souhaitez aussi avoir des consultations plus au privé, vous pouvez aller sur le site là, Internet de l'Ordre des travailleurs sociaux, des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Vous allez avoir une liste de thérapeutes là, au privé ou bien sur l'Ordre des psychologues du Québec. Certains vont faire même des téléconsultations dans le contexte de la pandémie aussi. Sur le site aussi de l'Ordre des psychologues, là, il va y avoir des conseils psychologiques là, liés à la COVID-19 auxquels vous pouvez vous référer aussi. La prochaine diapo. D'autres sources d'aide aussi qui sont disponibles. En fait, si vous vous sentez vraiment dépassé là, par les événements là, actuellement, vous pouvez faire appel au centre de crise. Il y a des centres de crise dans les différentes régions. Ou bien le centre de prévention du suicide. En fait, c'est des lignes d'intervention téléphonique qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, si vous vivez là, une plus grande détresse là, par rapport à la situation là, de la pandémie actuellement, il ne faut pas hésiter à les contacter. Là, ils vont vous offrir là, un service là, rapidement. Malheureusement, bon, les mesures de confinement dues à la pandémie, ça a augmenté le risque là, pour certains là, de violence conjugale. Donc, si vous pensez que vous vivez une situation semblable, vous pouvez vous référer aussi à l'organisme SOS Violence conjugale que vous pouvez rejoindre tant par téléphone que sur le site Internet aussi. Enfin, bien, nos aînés sont très touchés par la pandémie actuelle et par le fait même, leurs proches aidants qui vivent beaucoup d'anxiété, entre autres en lien avec ce qui se passe dans les CHSLD actuellement. Donc, il existe des services pour les proches aidants, puis pour les intervenants aussi, les professionnels de la santé en lien, là, ceux qui travaillent avec les personnes âgées. Donc, vous pouvez contacter la ligne Info Aidant qui est disponible pour vous tant par téléphone encore ou sur le site Internet de l'appui. Il existe aussi toutes sortes d'autres services qui peuvent être mis à votre disposition. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas à nous contacter, contactez votre travailleur social de votre unité de néphrologie. On va pouvoir là, vous parler puis regarder, vous guider selon vos besoins. Merci. Merci beaucoup, Caroline. Alors, Émilie vous a parlé un peu des aspects psychosociaux reliés au travail de façon générale et de façon plus précise de la perspective de retour au travail. Moi, je vais vous parler de certains sujets plus concrets ou plus pratiques reliés au retour au travail. Ce qui peut créer de l'anxiété ou du stress, particulièrement pour une personne qui se considère être particulièrement vulnérable dans le contexte actuel. Donc là, on parle, puis c'est un sujet d'actualité parce qu'il y a plusieurs entreprises, soit qui ont eu la permission de réouvrir, ou bien des entreprises qui avaient fait des mises à pied ou qui étaient en télétravail et avec le déconfinement, vont maintenant et dans les jours, les semaines et les mois qui suivent, vont rappeler les employés dans un milieu de travail physique. Alors, puis, dans un premier temps, je dois dire que le travail, tout ce qui entoure la santé et sécurité du travail, c'est une question de juridiction provinciale. Alors, les règles sont différentes d'une province à l'autre, mais les concepts sont très similaires. Alors, la règle de base, et ça, c'est la règle, peu importe la province dans laquelle vous vous trouvez, c'est que chaque personne, chaque employé a le droit à un environnement de travail sécuritaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans un contexte de COVID-19? C'est assez particulier. Donc, ça veut dire que les employeurs doivent mettre en place certaines mesures particulières pour répondre aux risques de COVID-19. Et ce à quoi ça va ressembler va dépendre en grande partie de la nature de l'environnement de travail, mais on parle généralement des mesures d'hygiène, disons des mesures de nettoyage, de désinfection, des consignes relativement au lavage de mains, etc.
et ensuite des mesures de distanciation. Donc, des consignes relativement aux réunions entre personnes. Ça peut être des changements au niveau des horaires de travail, des aménagements particuliers de lieux communs qui vont faire en sorte que ça va permettre aux employés de respecter les mesures de distanciation de 2 mètres telles que prévues par les autorités de santé publique. Alors, et je tiens à préciser aussi qu'au moins au Québec, la CNESST, et je crois que c'est bien le cas dans les autres provinces aussi, les autorités de santé publique, ont mis en place des trousses de consignes selon différents secteurs pour qu'ils établissent les règles, qui établissent certaines consignes par rapport à quelles mesures devraient être mises en place dans ces secteurs-là pour assurer un environnement de travail sécuritaire pour les travailleurs. Donc, même si ces mesures-là sont mises en place pour l'ensemble des employés, c'est vrai qu'une personne qui est particulièrement vulnérable en raison de sa condition de santé peut considérer que les mesures généralement applicables ne sont pas suffisantes pour répondre à son risque particulier. Et à ce moment-là, ce qui constitue un environnement sécuritaire pour cette personne-là peut exiger des mesures plus importantes ou des mesures différentes que pour une autre personne. Et à ce moment-là, dans la mesure où la crainte ou le risque est véritable, donc que c'est confirmé par un médecin ou par l'équipe de soins, à ce moment-là, ça nécessite que cette personne-là ait un dialogue ou fasse une demande auprès de son employeur de mettre en place peut-être d'autres moyens ou d'autres mesures de sécurité pour assurer qu'elle, considérant ses besoins particuliers, soit capable de revenir puis de travailler dans un environnement sécuritaire pour elle. Donc, on peut envisager possiblement, par exemple, un arrangement de télétravail qui est prolongé, particulièrement pour cette personne-là, des mesures d'hygiène qui sont accentuées, des mesures de distanciation, un horaire particulier, des heures de travail différentes des autres. Par exemple, il y a toute une gamme de possibilités qu'on peut envisager pour permettre de réduire le risque par rapport à une personne en particulier. Et dans le cas où même avec des mesures particulières mises en place, ou par exemple dans des situations, dans des environnements de travail où ce n'est tout simplement pas possible de mettre en place suffisamment de mesures de protection pour assurer qu'une personne puisse entrer travailler en sécurité. À ce moment-là, chaque province, dans les lois de chaque province, il y a des règles par rapport au refus de travail. Donc, si vous considérez que malgré les mesures qui ont été mises en place par votre employeur, que vous n'êtes quand même pas à l'aise de pouvoir entrer travailler de façon sécuritaire, à ce moment-là, vous devriez consulter avec, au Québec, c'est la CNESST, donc avec votre agence de santé et sécurité provinciale afin de connaître les règles par rapport au refus de travail et comment elles pourraient s'appliquer à vous. Donc, en terminant, l'important, c'est que vous soyez correctement informés. Et quand je dis ça, c'est avec votre équipe de soins, que vous soyez correctement informés de la nature réelle du risque pour vous et que vous ayez ensuite un dialogue avec votre employeur afin de vous assurer que vous soyez capable de rentrer travailler de façon sécuritaire et sinon, que vous évaluez les autres options qui s'offrent à vous pour soit rester à la maison ou pour régler la situation d'une autre façon. Et donc, je vais laisser la parole à Marc-Alain qui va parler des questions financières dans la mesure où vous avez soit perdu votre travail ou que vous n'êtes pas en mesure de retourner dans les lieux de travail. Merci, merci Rachel. Donc, en fait, première diapositive que vous avez ici, c'est vraiment ce qui concerne les prestations de maladie de l'assurance emploi. Que vous avez les critères d'admissibilité qui sont affichés aussi. Ce qui est important de savoir au niveau des prestations de l'assurance emploi, il y a comme 2 contextes. Okay? Vous pouvez être dans un contexte dans lequel, avant qu'on soit comme en pandémie, donc vous pouvez être dans un contexte avant que
on soit dans un contexte de COVID-19, que vous ayez déjà fait une demande pour recevoir des prestations d'assurance emploi parce que justement votre état de santé ne vous le permettait pas. Donc, advenant le fait qu'il se rajoutait que le contexte COVID fait en sorte que vous ne pouvez pas revenir à l'emploi ou que c'est prolongé, ce qui est demandé de toute façon, si jamais vous avez à aller appliquer, ce qui est demandé sur le site, c'est bien spécifié que si vous êtes déjà en attente de recevoir des prestations ou que si vous recevez déjà des prestations d'assurance emploi, la maladie, de ne pas refaire une demande. Donc, autrement dit, c'est que ça va être les critères qui vont suivre à ce moment-là. Ça va être de dire à partir du moment où est-ce qu'il faut revoir votre demande, mais votre demande va être revue en fonction de ces critères-là. Okay? Donc, c'est très clair que si vous ne pouvez pas travailler en raison de vos problèmes de santé, puis que ces problèmes de santé-là sont en lien avec la COVID, mais c'est la même chose. C'est que vous avez un emploi et là, vous ne pouvez plus revenir à votre emploi pour les raisons qui sont en lien, soit par exemple, il y a des gens qui vont être immunosupprimés, par exemple, ces choses-là, qui font en sorte que la COVID va venir les affecter ou ils risquent de la contracter. Donc, c'est une mesure, quelque chose qui va s'ajouter en fait en plus, là, qui fait que vous ne pouvez pas retourner travailler. Donc, quand on regarde les critères d'admissibilité ici, dans le fond, à l'assurance emploi, donc, c'est que vous ne pouvez pas travailler pour des raisons médicales dans un premier temps. Vous allez voir, de toute façon, quand je vais tomber dans l'autre diapositive, je vais vous expliquer qu'il y a des petites nuances qui ont changé par rapport à la façon de faire la demande, mais les critères d'admissibilité, eux autres, n'ont pas changé. Donc, votre rémunération hebdomadaire normale a diminué de plus de 40 % pendant au moins une semaine. Vous avez accumulé 600 heures d'emploi assurable au cours des 52 semaines précédant le début de votre demande ou depuis le début de votre dernière demande, selon la plus courte de ces deux périodes. Donc, c'est ce qui est à regarder à ce moment-là, c'est que quand vous regardez quand on parle de première ou deuxième demande, c'est c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que quand vous êtes sur l'assurance emploi, des fois, vous devez refaire une demande pour reconduire. Donc, c'est ça qu'on parle de la deuxième demande à ce moment-là. Pendant que vous recevez des prestations de maladie, vous devez demeurer disponible pour travailler. C'est un peu comme quelqu'un qui est sur l'assurance chômage, si on veut, si ça n'avait pas été en raison de votre condition médicale. Donc, autrement dit, c'est que vous demeurez disponible pour travailler, bien, c'est de rester dans la province, ces choses-là. On s'entend que dans le contexte actuel, on n'a pas le choix vraiment de rester dans la province. Mais quand ils disent qu'on doit rester disponible, c'est que si le téléphone sonne, si ça n'avait pas été de notre état de santé, on devrait avoir été disponible pour prendre l'appel puis travailler. C'est ce que ça veut dire. Vous avez aussi en bas de page, là, qui décrit un petit peu quand on parle d'accumuler 600 heures d'emploi ou plus, qu'est-ce que ça représente. On peut aller à la deuxième diapositive. Merci. Donc, on continue avec les prestations de maladie de l'assurance emploi. Donc, comme je vous expliquais tantôt, c'est qu'en raison de l'éclosion de la maladie à coronavirus, il y a eu des changements qui ont été effectués au programme. En cliquant sur le lien que vous avez en dessous, vous allez pouvoir voir un petit peu c'est quoi les changements là, qui ont été apportés. Je vous dirais les changements majeurs, ça va beaucoup se situer au fait de dire, par exemple, au niveau de la nécessité d'un certificat médical. Donc, normalement, pour demander des prestations de l'assurance emploi avec tout le processus, il y a un certificat médical qui est demandé. Dans le contexte actuel, vous n'êtes pas obligé de fournir un certificat médical. C'est sûr que c'est de répondre aux critères d'admissibilité, mais vous n'êtes pas obligé dans ce contexte-là de fournir un certificat médical. Autre particularité aussi, c'est que quand vous allez aller sur le lien pour recevoir des prestations d'assurance maladie, dès que vous allez cliquer sur le lien comme quoi vous voulez vous inscrire, vous allez être automatiquement transféré vers la demande pour la prestation la prestation canadienne d'urgence. Donc, c'est comme si, dans le contexte, comme la prestation canadienne d'urgence, quelqu'un qui a le droit à des prestations d'assurance maladie, c'est un des critères de la PCU. Donc, à partir du moment où est-ce que vous répondez aux critères de la PCU, qui est de dire, bien, j'ai le droit à des prestations d'assurance emploi, mais c'est comme si vous faisiez une demande aussi à la PCU, ça va se faire automatiquement. On peut aller à l'autre diapositive.
Donc, vous avez ici, en fait, les critères pour avoir le droit à la prestation canadienne d'urgence. Donc, c'est de vivre au Canada et d'être âgé d'au moins 15 ans, d'avoir cessé de travailler en raison de la COVID-19 ou, ce que vous avez en dessous vraiment, c'est ce qui s'adresse aux gens qui sont déjà en arrêt ou qui ont déjà accès à des prestations ou qui sont déjà en attente, donc sont admissibles aux prestations régulières de la maladie d'assurance-emploi. Ou que vous avez épuisé vos prestations d'assurance-emploi, vos prestations de pêcheur de l'assurance-emploi durant la période du 29 décembre au 3 octobre 2020. C'est aussi pour les gens qui ont gagné un revenu ou un revenu de travail indépendant d'au moins 5 000 $ en 2019 ou dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande, et pour les gens qui n'ont pas quitté leur emploi volontairement, donc qui ont dû quitter leur emploi en raison de, je veux dire, le milieu de travail a fermé ou, dans le fond, à cause de votre état de santé, là, on a dû arrêter de travailler. Donc, on peut aller à l'autre diapositive. Donc, lorsque vous présentez une demande, vous ne pouvez pas avoir gagné plus de 1 000 $ de revenus combinés d'un emploi ou d'un travail indépendant pendant 14 jours consécutifs ou plus au cours de la période initiale de 4 semaines. Donc, c'est important de dire à partir du moment où est-ce que vous avez gagné 1 000 $ de plus. Dans le fond, c'est le revenu combiné, OK, entre, dans le fond, on a énuméré aussi. Lorsque vous prenez des demandes aussi pour les périodes de prestations suivantes, vous ne pouvez pas avoir gagné plus de 1 000 $ de revenus d'emploi ou de travail indépendant combiné au cours de la période de 4 semaines pour laquelle vous présentez une demande. Et vous avez à l'autre diapositive ce à quoi vous pourriez avoir droit si vous êtes admissible. Donc, autrement dit, c'est qu'on pourra en revenir aux prestations d'assurance-emploi de tout à l'heure. C'est que vous tombez automatiquement, si votre demande est pour l'assurance-emploi, vous tombez exactement dans les mesures et dans les budgets là, qui sont accordés là, par la PCU. Donc, c'est un paiement de 2 000 $ pour une période de 4 semaines qui équivaut à 500 $ par semaine. Et finalement, pour terminer, la dernière diapositive, vous avez le lien qu'on vous a mis en-dessous pour pouvoir accéder là, à la demande de prestation d'urgence. Donc, si vous cliquez sur ça, vous tombez directement sur la PCU. Vous cliquez sur le lien précédent que je vous ai mis dans la première diapositive, dans le fond, qui est un lien pour une demande de prestation d'assurance-emploi, mais vous êtes automatiquement dirigé comme si vous aviez cliqué sur ce lien-là. Merci beaucoup. J'aimerais remercier nos conférenciers qui nous ont donné beaucoup d'informations et de sources d'informations que vous pourrez aller consulter sur le site de la Fondation du Rhin parce que le webinaire est enregistré et vous pourrez revoir là, toutes les, si vous n'avez pas pu prendre en note toutes les sources qu'ils nous ont données. Étant donné qu'on a des questions qui sont entrées, vu qu'on vient juste de parler avec Marc-Alain là, de la PCU, on a une question qui dit justement, ben, peut-être c'est deux. Alors, quand va finir la PCU? Puis, qu'est-ce qui va arriver après? Je ne sais pas qui de vous va répondre, peut-être Marc-Alain ou... Oui, en fait, ben, si vous voulez, je peux répondre directement comme ça. Comme à partir du moment où est-ce que, quand on parle que la PCU achève, ou si jamais, par exemple, ben, la PCU n'était plus accessible, peu importe, c'est très clair qu'à partir du moment où est-ce que votre état de santé n'a pas changé, ou à partir du moment où est-ce que votre médecin reconnaît que votre condition de santé ne permet pas un retour au travail, ne permet pas d'être en emploi, à ce moment-là, vos prestations d'assurance vont se poursuivre normalement. Là, probablement, encore une fois, je ne peux pas vous dire, mais à partir du moment où est-ce que si jamais les critères de la PCU n'existent plus, mais ça va être les critères d'origine, en fait, d'admissibilité là, pour les prestations d'assurance-emploi normales. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, par exemple, fournir un certificat médical qui n'était pas nécessaire dans ce contexte-là, peut-être va devenir nécessaire. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'à partir du moment où est-ce que vous ne pouvez pas retourner en emploi puis que votre état de santé nécessite le fait que vous devez arrêter de travailler, mais à ce moment-là, vous répondez aux critères. Puis, dans le fond, c'est les critères d'admissibilité normaux qui font en sorte que vos prestations peuvent se poursuivre. Je ne sais pas si c'est clair.
Oui, c'est très clair, merci. On avait aussi un commentaire qui était rentré, c'est de garder une somme d'argent parce que c'est un montant qui est imposé. Je pense que... Est-ce que Marc-Alain avait quelque chose à dire? Oui, je peux peut-être Ah, ajouter, OK. oui, Rachel? effectivement, c'est des sommes, les sommes que vous recevez sous ces programmes-là, c'est des sommes qui sont imposables. Ils ne sont pas imposés au moment où ils sont payés. Donc, vous allez recevoir le plein montant, par exemple, le PCU de 2 000 $ par mois, mais quand arrive la saison des impôts l'année prochaine, selon vos revenus dans l'année 2020, vous aurez possiblement à ce moment-là à payer des impôts au printemps prochain. Donc, ce serait important de s'en rappeler puis de le prévoir, de garder des sommes de côté pour payer les impôts parce que justement, les retenues à la source ne sont pas faites sur même ces sommes-là. Merci, Rachel. On va continuer avec les questions qu'on a reçues. Alors, il y a quelqu'un qui est un patient greffé du rein et diabétique et son épouse a réouvert son salon de coiffure et cette personne-là est retraitée. Et est-ce qu'il dit qu'il devrait s'isoler de son épouse qui, elle, a retourné au travail? Je ne sais pas qui va vouloir répondre. Je peux répondre pour tous. Dans le fond, c'est sûr qu'il y a peu de bonnes réponses. Là, j'ai l'impression que ça va aussi avec votre niveau de tolérance face au risque et aussi combiné aussi avec votre équipe médicale, leurs conseils. Donc, vu que c'est vraiment du cas par cas, je vous conseille fortement d'en parler avec votre équipe médicale qui saura vous dire là, c'est quoi que vous devriez mettre en place. C'est sûr qu'il va rester que tout s'applique pour vous au niveau de la santé publique, donc les mêmes précautions. Puis après ça, ils vont vous dire, votre équipe médicale va vous dire à quel risque vous exposez advenant que vous décidez de cohabiter avec votre conjointe ou inversement. Puis après ça, là, ça sera de voir le pour et le contre. Donc, je vous ramène vraiment à votre équipe médicale dans ce cas-là. Je crois que c'est eux qui pourront mieux répondre pour vous. Si je pouvais également me permettre d'ajouter quelque chose, Amélie, je donnerais effectivement le même conseil, considérant là, que dans certains cas, bien évidemment, là, la cohabitation est obligatoire et nécessaire, là, dans le sens où on n'a pas tous un autre environnement où aller habiter. À ce moment-là, ben, pour le moment, ce qu'on pourrait probablement vous conseiller, en fait, c'est que j'imagine que votre conjointe observe là, toutes les mesures d'hygiène nécessaires là, dans le cadre de son travail. Peut-être que lorsqu'elle revient à la maison, là, de vraiment prendre la peine de mettre ses vêtements directement à la laveuse, de vraiment prendre une bonne douche, laver bien ses mains, vraiment là, observer là, une hygiène irréprochable au retour à la maison, ce qui pourrait également là, réduire potentiellement le risque là, dans le contexte. Merci à vous deux. On avait un peu une autre question, mais qui est un petit peu la réponse qu'on vient d'avoir. C'est comment composer avec des proches qui ne respectent pas les consignes? Oui, effectivement, c'est vrai que ça peut être un enjeu. C'est ce qu'on disait là, tantôt, justement, avec la colocation. Il n'y a effectivement là, pas de bonne réponse. Prendre les précautions nécessaires le plus possible. Essayez aussi de conscientiser les autres à votre condition, les risques que ça encourt, le comportement là, que ces personnes-là observent. Puis elle a essayé peut-être là, de leur demander justement là, d'au moins en rentrant à la maison, là, de tenir une hygiène irréprochable avant là, les contacts. Donc, effectivement, là, il n'y a pas de réponse parfaite. Ça peut créer également des tensions. Là, on en est conscient, mais malheureusement, c'est le contexte. Oui, puis effectivement, Émilie, puis j'ajouterais que c'est ça, des fois, peut-être juste en donnant l'information. Donc, des fois, c'est pas évident aussi de parler de notre situation médicale, mais en parlant avec vos proches, des fois, peut-être qu'ils sont pas conscients de l'impact que ça a sur votre santé. Donc, de l'aborder avec vous de façon ouverte, ça pourrait être une stratégie à adopter. Puis après ça, advenant qu'effectivement, ils ne respectent pas les recommandations, bien, là, après ça, il y a un bout avec vous de voir le niveau de risque que vous acceptez dans cette situation-là, puis
pour vous protéger au final. Merci à vous deux. On revient un peu sur la PCU, quelqu'un qui doit retourner au travail, mais qui n'a pas de place en camp de jour pour sa fille de 8 ans. Est-ce qu'elle pourrait avoir accès à la PCU? Si oui, comment? Oui, peut-être que je peux commencer une réponse. Peut-être que Marc-Alain peut enchaîner sur le côté plus technique de la PCU. C'est une question, on est dans une situation assez particulière présentement parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont repris leurs activités, beaucoup de travailleurs qui ont été rappelés au travail. De l'autre côté, surtout dans la région de Montréal, il y a beaucoup d'écoles qui ne retournent pas à l'école, certainement pas avant l'automne. Et il y a beaucoup de camps de jour, malgré le fait qu'ils ont eu la permission d'ouvrir avec des mesures de précaution et des mesures d'hygiène, ont décidé qu'ils ne pouvaient pas respecter ces exigences-là, alors ont décidé de ne pas ouvrir. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont mal pris avec des enfants en bas âge à la maison et avec le travail qui appelle. Donc, d'une part, ce que je vous dirais, c'est que vous n'êtes certainement pas la seule personne dans cette situation-là. Alors, dans un premier temps, je dirais que c'est une question de dialogue avec votre employeur, de voir s'il y a possiblement un terrain d'entente considérant vos obligations familiales et le contexte très particulier avec vos obligations au travail. Donc, est-ce qu'il y a moyen de faire du télétravail, d'avoir un horaire adapté qui vous permettrait, ou avoir un horaire à temps partiel, par exemple, qui vous permettrait de faire votre travail ou une certaine partie de votre travail et aussi de pouvoir assurer la garde de votre fille. Sinon, ma compréhension, c'est que vous pourriez avoir droit à la PCU, donc à une compensation pour une certaine période de temps. Encore là, vous allez tout de même avoir à gérer la relation avec votre employeur. Donc, est-ce que votre employeur va vous permettre, va vous mettre à pied pendant cette période-là pour vous permettre d'avoir accès à la PCU? Donc, comme j'ai dit au départ, c'est une question d'abord de dialogue avec votre employeur pour tenter de trouver une solution à cette problématique-là. Donc, excusez, donc, quoi ajouter à ça? En fait, c'est des excellentes pistes de réponse. En fait, ce que je pourrais vous dire, c'est sûr et certain que si on regarde, je voudrais au pied de la lettre comme ça, puis qu'on regarde vraiment les critères d'admissibilité pour avoir droit à la PCU, c'est sûr qu'habituellement, le fait de ne pas avoir de gardienne pour pouvoir garder ses enfants n'est pas nécessairement un critère direct là, qui fait en sorte qu'on peut avoir. Par contre, tout dépendamment dans quel contexte, dans quel milieu de travail vous travaillez, je sais qu'il y a certains milieux de travail, comme les gens qui travaillent dans le domaine de la santé, ou qu'un des conjoints travaille dans le domaine de la santé. Donc, dans le fois, quand c'est les deux ou un des deux, mais ils vont avoir possibilité d'avoir il y a des places qui sont priorisées pour pouvoir permettre aux gens d'être, dans le fond, je vous dire, qui ont un travail à faire de besoins ou de services essentiels de première ligne. Donc, est-ce que, tout dépendamment de ce que vous faites comme travail, est-ce qu'il y aurait possibilité justement d'aller chercher avec avec votre employeur, de dire, ou peut-être des fois avec votre conjoint ou conjointe, d'essayer de concilier, est-ce qu'il y a possibilité, je dirais, un peu de répartir un peu le travail pour pouvoir être en mode, en disponibilité pour votre enfant à la maison? Mais c'est très, très clair que la collaboration puis la compréhension des employeurs, c'est ce qui fait toute la différence. Merci Rachel et merci Marc-Alain. Une autre question, si on était déjà sur la rente d'invalidité avant la pandémie, est-ce qu'on a droit à l'assurance maladie? Je peux peut-être répondre. En fait, si vous étiez déjà sur une rente d'invalidité, c'est-à-dire que vous étiez considéré invalide au travail là, pour des raisons de santé, donc normalement, la pandémie n'est pas supposée d'avoir eu là, un impact là, sur votre salaire, sur votre emploi et tout ça. Donc, moi, je ne croirais pas que vous ayez droit là, à l'assurance emploi, étant donné que vous avez déjà une rente d'invalidité et que vous êtes retiré du travail. Je ne sais pas si mes collègues ont d'autres choses à apporter par rapport à ça, mais normalement, ça ne devrait pas avoir eu un impact.
Effectivement, c'est exactement ça, parce que quand on va parler d'assurance emploi, c'est vraiment le fait que vous avez dû arrêter de travailler en raison d'un problème de santé. Donc, à partir du moment où est-ce que vous êtes en régie des rentes invalidité, probablement que c'est que vous êtes déjà en arrêt de travail et probablement que dans le fond, c'est que souvent, la régie des rentes invalidité, on va voir dans des contextes où est-ce qu'il n'y aura pas nécessairement de retour au travail possible. Tandis que l'assurance emploi, ça anticipe que d'ici à ce que je sois en mesure de retourner au travail, je vais recevoir des prestations. C'est beaucoup ça la différence entre les deux. Mais effectivement, comme Caroline vous expliquait, on ne peut pas avoir droit à deux systèmes ou deux sources de subventions en même temps. Merci beaucoup à vous deux. Alors, une autre question. Je suis greffée, je travaille comme infirmière. Est-ce que je dois commencer à penser à changer d'emploi? Donc, d'emblée, je répondrais pas nécessairement. Un peu comme qu'on a conseillé plus tôt, c'est sûr, c'est d'en parler avec son employeur. Donc, normalement, présentement, il y a des choses mises en place avec l'employeur, donc tel du télétravail, c'est sûr, comme infirmière, pour voir dans quel secteur vous travaillez, puis tout ça. Donc, peut-être voir avec votre employeur s'il n'y a pas un endroit qui est plus approprié présentement dans le contexte. Ça serait le conseil que je vous donnerais comme ça d'emblée, là. Mais voilà, donc je pense pas. Tout dépend aussi de vous, comment vous vous sentez présentement depuis la pandémie, puis est-ce que le niveau d'anxiété est tel que ça vous a remis en question. Puis ça, effectivement, ça peut être intéressant des fois d'en discuter avec soit votre travailleur social ou avec votre équipe médicale, puis ouvrir sur ce sujet-là. Mais d'emblée, je pense pas que c'est nécessairement quelque chose à envisager, tout dépendamment de comment vous êtes à l'aise là-dedans. Merci beaucoup. On n'a plus de questions. Il restait une question qui disait si on demande la PCU, on devra la rembourser, mais je pense qu'on en avait déjà parlé. Là. Rachel avait répondu à cette partie de questions-là. Je ne sais pas si vous, tous les conférenciers, aviez d'autres choses à ajouter comme information ou si... Mais en fait, peut-être juste rajouter quelque chose, c'est ça, moi, parce que je vois la question, effectivement, je crois que s'il demande la PCU, il devra rembourser. En fait, c'est ça, juste précision, c'est que la PCU est remboursable à partir du moment où est-ce qu'on l'a demandé ou puis qu'on ne répondait pas aux critères d'admissibilité. Donc, vous savez que le gouvernement, pour faciliter les demandes, ont choisi de dire, je vous dirais, chaque demande de PCU qui était reçue était d'emblée acceptée pratiquement. Donc, autrement dit, c'est qu'ils ont décidé de faire ça justement pour accélérer les choses, parce que si jamais ils disent on analyse les demandes, bien, il y a encore des gens qui seraient en attente. Donc, c'est pour ça qu'ils ont bien illustré les critères d'admissibilité. Donc, c'est très clair que quelqu'un qui répond aux critères d'admissibilité n'aura pas à rembourser la PCU parce que c'est de l'argent auquel il a droit. Ce qu'il va avoir à payer, un peu comme Rachel vous expliquait, c'est qu'il va devoir déclarer ce revenu-là, donc il va payer de l'impôt sur ce qu'il a reçu, mais il n'aura pas à rembourser. C'est quelqu'un qui aurait fait une demande par erreur ou qui n'aurait pas répondu aux critères d'admissibilité, qui aurait pu recevoir un montant. Là, effectivement, il y a des bonnes chances qu'ils doivent rembourser. Merci beaucoup pour cette précision. C'est important de le savoir. C'est un sujet qui revient beaucoup à la Fondation aussi. On a beaucoup de téléphones à ce sujet-là, sur le travail, sur la PCU et tout. Alors, est-ce que quelqu'un a autre chose à ajouter ou on va conclure ici? Alors, nous tenons à remercier l'Association canadienne des travailleurs sociaux et travailleuses sociales en néphrologie et la Société canadienne de néphrologie qui se sont associés à nous aujourd'hui pour cette initiative de communication de renseignements importants. L'ACTSN regroupe des travailleurs sociaux et des travailleuses sociales en néphrologie de l'ensemble du pays qui s'engagent à se partager les uns et les autres du soutien, des informations et des ressources afin de prendre soin du mieux possible des patients aux prises avec l'insuffisance rénale chronique et de leurs familles. La Société canadienne de néphrologie regroupe des médecins et des scientifiques spécialisés dans les soins aux personnes insuffisantes rénales et se consacre à des recherches portant sur les reins et les maladies rénales. La Fondation canadienne du rein s'est engagée à fournir des informations et des ressources éducatives sur les reins et les maladies rénales. Nous donnons des guides et des brochures à toute personne qui reçoit un diagnostic de maladie rénale.
Nos guides pour les patients fournissent des informations sur les options de traitement, sur la nutrition et sur le mode de vie. Ils sont spécifiquement conçus pour les personnes vivant avec une maladie rénale. En dépit des ressources disponibles dans les hôpitaux et par l'entremise des équipes de soins en néphrologie, les patients peuvent être dépassés par les informations et trouver difficilement des réponses à leurs questions et aux problèmes auxquels ils sont parfois confrontés. Par le biais de nos directions régionales, nous offrons du soutien et des conseils sur l'accès à des services au sein du système de santé. Nous aidons les gens à avoir accès à d'autres outils de soutien dans la collectivité et à acquérir des compétences en matière d'autonomie. J'aimerais remercier nos conférenciers et tout le monde qui ont participé aujourd'hui et je passe la parole à Chantal. Merci beaucoup, Hélène. Merci à chacun et chacune d'entre vous d'avoir suivi notre webinaire « La COVID-19, la santé rénale et comment y faire face ». Parlez-en à votre travailleur social. À la fin du webinaire, une nouvelle page s'ouvrira sur votre ordinateur vous demandant de remplir un court sondage sur votre satisfaction. Vous recevrez également un courriel de suivi comprenant un lien vers ce même sondage si vous préférez y répondre plus tard. Nous apprécierons que vous remplissiez le sondage afin d'avoir vos commentaires. Vos réactions et commentaires sont importants pour nous aider à améliorer notre webinaire. Nous vous serions reconnaissants de prendre un court moment pour répondre au questionnaire. Vous recevrez également un courriel de suivi d'ici 24 à 48 heures avec un lien pour visualiser l'enregistrement de notre webinaire. Au nom de la Fondation canadienne du Rhin, l'Association canadienne des travailleurs sociaux et travailleuses sociales en néphrologie, de la Société canadienne de néphrologie, de nos intervenants et animatrices, merci d'avoir pris part à cette activité d'aujourd'hui. Faites attention à vous et bonne fin de journée.